Merci. Merci à l'Association Droit et Justice pour l'invitation. Je vais d'une certaine manière compléter ce que dit Abdelaziz Nouedi, parce que je pense que je vais parler d'un autre pendant qui complète ce qu'il était en train de dire. Mais je voudrais d'abord partager avec vous une gêne. Ma gêne, c'est de parler de loi dans un contexte où la loi n'est pas déterminante par rapport aux libertés. Ça veut dire le traitement par la loi est à géométrie variable, et la question du statut de la loi est une question pour moi qui est centrale. Je ne minimise pas l'importance de la loi. Je m'explique. Je voudrais juste un petit rappel historique pour comprendre ce que je dis. Entre 1997 et 2002, je pèse bien mes mots, 1997 et 2002, nous avons vécu une parenthèse libérale dans la presse écrite au Nord. Elle s'est refermée en 2002 et elle ne va pas se rouvrir. C'est très simple, les conditions qui ont fait en sorte qu'il y ait eu cette parenthèse sont connues. Je peux vous les énumérer très vite. Succession de la monarchie, alternance politique, arrivée sur le marché d'acteurs privés qui veulent plus d'autonomie après l'assainissement, plus de pluralité d'expression après la sortie de prison des prisonniers politiques et l'ouverture des journaux sur des voies autres parmi les voies fondamentalistes ou libérales, et bien entendu l'arrivée sur le marché de journalistes professionnels qui ont cherché à avoir un tour de table qui n'a pas d'obédience vis-à-vis de l'establishment politique et de l'establishment économique. Ces conditions-là n'existent plus. Voilà. Ça, c'est une parenthèse, elle est fermée. Mais ce que je peux ajouter, c'est qu'à l'époque, c'était une liberté pratiquée, mais fragile, parce que octroyée, non garantie par la loi. Ça veut dire, à l'époque, les lignes rouges, on les transgressait allègrement. La logique, c'était on repousse les limites du possible constamment, mais la loi, bien entendu, n'était pas du côté des praticiens. Donc, bien entendu, la question de la loi, c'est à quel moment l'autorité politique et l'autorité judiciaire, sous, je veux dire, commandité, décident d'actionner la loi. Donc, pour moi, ce n'est pas la loi en tant que telle qui est importante, c'est comment l'acteur politique, l'acteur judiciaire, décide d'actionner la loi et comment il décide de lire la loi et d'interpréter la loi. C'est ça qui est le plus important. Donc ça, c'est un premier point que je tenais à rappeler. Toujours sur cette question du statut de la loi, je voudrais rappeler aussi des choses importantes qui se sont passées. À Casablanca, même si officiellement nous n'avons pas une chambre dédiée à la presse, nous avons d'une manière officieuse une chambre dédiée à la presse parce que les juges ont été formés. Il y a des juges qui ont été formés et il y a aujourd'hui une jurisprudence qui fait que les gens savent de quoi ils parlent. Mais ils savent tellement que ça devient pervers parce que la justice n'est pas indépendante. Donc, le jour où on aura une justice indépendante, je ne parle pas de juge indépendant. Je distingue entre juge indépendant et justice indépendante. Je parle d'un système judiciaire réellement indépendant, non corrompu, parce que l'indépendance n'est pas... La non-indépendance dépend aussi bien des instructions que de la corruption. Donc, bon, ça c'est... Donc nous avons effectivement une jurisprudence, un savoir-faire, mais nous avons...
Le troisième élément sur cette affaire, toujours du statut de la loi, c'est mon premier point, juste pour... c'est comment, et là je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure par les Daoulamine, après la Constitution de 2011, qui instaure la liberté de la presse, qui instaure le droit d'accès à l'information, les lois qui ont été préparées, alors par rapport à l'accès à l'information, est une loi qui est irrecevable, parce qu'elle exige de justifier pourquoi on utilise l'information, et il y a possibilité d'être poursuivi pour un abus, un usage abusif de l'information reçue. Ça, c'est le droit d'accès à l'information. Donc, ça vous montre comment, encore une fois, le contexte politique détermine la manière avec laquelle on oriente la loi. Et concernant, et là je rentre dans le code de la presse, et concernant le code de la presse, sincèrement, moi aussi j'ai lu le code, j'ai travaillé dessus, il est sympathique. Il a été toiletté de beaucoup de choses. Il a y a quelques points qui ont été précisés. Sur la diffamation, on a été plus précis. Sur le délai, tout ce qu'a dit Noédie est vrai. Mais l'enjeu n'est plus la presse écrite. L'enjeu, c'est la presse en ligne. Donc, et là, je vais vous expliquer, c'est mon deuxième point, l'obsession du contrôle. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la presse écrite qui est l'enjeu. L'enjeu, la presse écrite, 300 000 exemplaires vendus par jour. À côté, Express fait plus d'1 million de visiteurs uniquement, Express toute seule. Aujourd'hui, Lyon est autour de 300 000, 400 000 visiteurs jour. La presse électronique aujourd'hui, elle avoisine les 2,5 millions de visiteurs jour. Donc, sincèrement, alors, pourquoi l'enjeu aujourd'hui, c'est la presse en ligne? Parlons des choses les plus importantes. Pourquoi la presse en ligne est un enjeu? Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, elle est en train de concurrencer l'audiovisuel. Parce que quand vous voyez l'audience, quand vous voyez Médiamétrie, quand vous voyez l'audience par rapport aux télévisions locales, qui de toutes les façons ne sont vues qu'en Provence, moins dans les villes les plus importantes, plus vues par des classes CD, B-, et ne sont pas vues par les A+, les B, les B+, etc. De toutes les façons, ça veut dire ne sont pas vues par l'élite, ne sont pas vues par la classe moyenne déterminante dans la société. Par contre, la presse en ligne, elle est vue par la classe moyenne, elle est vue par la classe haute, etc. Or, nous sommes dans un système autocratique libéral, nous ne sommes pas dans une démocratie. Dans un système autocratique libéral, la hantise, c'est qu'il y ait une large frange influente, qui a une pensée dissidente des autres. C'est ça la question centrale dans un pays comme le Maroc. C'est ça la question centrale. D'où l'obsession du contrôle. Alors, l'obsession du contrôle, qu'est-ce qu'elle donne dans le code de la presse? Elle donne 4 filtres de contrôle initial pour la presse en ligne. Ça veut dire l'autorisation préalable par le procureur. Bon, ça, à la limite, c'est la reprise du dossier du dépôt légal de la presse écrite. 2, l'autorisation de la HACA, l'ANRT, le nom de domaine .ma pour pouvoir avoir la subvention. Or, on le sait, le .ma, possibilité de réduire le débit, possibilité de contrôler le débit, possibilité de fermer le robinet même si nécessaire. 3, autorisation de la HACA pour les spots. Et 4, autorisation du CCM et du ministère de la Communication pour aller faire de la vidéo hors les murs. Ce sont les 4 filtres aujourd'hui que vous avez dans le nouveau projet de code de la presse. Et j'ajoute à cela, outre tous les filtres qu'on est en train de mettre, je suis désolé, le code sur le statut du journaliste est un code liberticide, dans le sens que la limitation exigée par le diplôme
et par la carte de la presse est une limitation de contrôle. Parce que ça veut dire que le blogueur n'est pas protégé, ça veut dire que le citoyen journaliste n'est pas protégé, ça veut dire qu'au fond, tout le monde passe sous le code pénal directement, ou bien le code numérique quand il va sortir, et on a vu le code numérique à quoi il ressemblait. Donc ça nous pose un deuxième problème, c'est que la population qui est, parce qu'il y a la presse en ligne et il y a les médias sociaux, donc sur les médias numériques eux-mêmes, vous ne protégez ni le journaliste citoyen, ni le blogueur, ni le whistleblower, et sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Mais plus important encore, cette limitation par la carte de la presse et par le diplôme est quelque chose qui n'est pas reconnu par les grandes ONG internationales qui parlent de la liberté de la presse. Que ce soit article 19 ou la Cour européenne ne reconnaissent pas cette limitation. C'est une limitation qu'on exige dans des sociétés où on cherche à avoir un contrôle sur la population journalistique. Donc ça, c'est la question de l'obsession du contrôle. Mais je vais vous dire une chose. Le plus grave est ailleurs. Le plus grave, il est ailleurs parce que, au fond, le périmètre dans lequel tout cela se passe est un périmètre très très étriqué. Pourquoi il est étriqué? Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, le Maroc a une obsession d'image à l'extérieur. Le Maroc est dans une logique d'attraction d'investisseurs. Le Maroc est dans une logique de sécurisation de l'information. Le Maroc n'est pas dans une logique d'ouverture de l'information. Donc, il y a une mise en danger permanente des journalistes parce que de toutes les façons, ils doivent prendre beaucoup de risques pour pouvoir accéder à une information. Vous vous rendez compte, même la commission parlementaire n'est pas ouverte aux journalistes aujourd'hui. Vous avez vu le dernier texte du président du Parlement. Ne parlons pas de la commission gouvernementale, ne parlons pas de... Donc, les lieux auxquels le journaliste peut accéder pour avoir l'information sont très limités. Et à côté de cela, l'offre en termes de relations publiques et de communication par les structures publiques et privées est énorme. Et les structures journalistiques sont des structures toutes petites qui n'ont pas les moyens de gérer le flux de l'offre d'information qui vient et de pouvoir aller faire le terrain et de faire de l'investigation et de faire du reportage, etc., etc. Donc précarisation permanente des journalistes. Ça rappelle la politique de l'information que nous avons dans le pays. La politique de l'information que nous avons dans le pays, c'est que l'information, elle est beaucoup plus chez les sécuritaires, elle est beaucoup plus chez les gens qui détiennent la décision qu'accessible pour ceux qui sont les médiateurs pour la société. C'est ça la question centrale. Tout le reste, on peut gloser. Mais qu'est-ce qui fait que cet accès est encore plus compliqué? Eh bien ça, il faut revenir aux critères de l'UNESCO et autres. Ça veut dire la question de la pluralité des contenants et des contenus. La pluralité des contenants, chez nous, la pluralité ce qu'on appelle des parties prenantes, n'existe pas. Il est révolu le temps où les actionnaires dans la presse étaient d'horizons divers, de positionnements politiques divers, etc. Tout ça est quasiment obsolète. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire de ce qui s'est passé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, l'essentiel des actionnaires sont soit proches des services, soit proches de l'establishment politique et économique. Et ceux qui sont des acteurs qui essaient de se battre à la marge de cela et qui deviennent influents, on met la limite. La com est un exemple patent, je n'ai pas besoin de gloser là-dessus. Et là, quand je parle de la com, je parle de journaliste lui-même, journaliste entrepreneur. Ça veut dire, c'est la limitation aux journalistes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, les actionnaires de la presse sont soit des gens qui sont proches de l'establishment politique et économique, soit ils sont proches des services ou rapprochés des services, soit ils entrent dans
soit ils entrent dans le jeu du politiquement correct, qui fait que les acteurs sont dans l'autolimitation. Et l'exemple patent, par exemple, là-dessus, c'est Express. Express, aujourd'hui, rentre dans l'autolimitation parce que il y a d'autres enjeux économiques importants pour la pérennité du projet. Donc, cette question de l'illimitation économique, de l'autolimitation des acteurs, de la politique de l'information générale, sont beaucoup plus déterminantes que les questions de loi. Mais j'insiste là-dessus, la question de loi est fondamentale. Mais il ne faut pas se tromper de bataille. Il faut savoir que aujourd'hui, avec les petites entreprises de presse que nous avons, la taille des entreprises de presse que nous avons, avec les actionnaires qu'il y a dans la presse aujourd'hui, avec la politique d'information que nous avons, vous pouvez avoir la meilleure loi possible, vous n'irez pas très loin. Pour terminer, je voudrais terminer sur un point qui est plus, disons, un point anthropologique qui traverse le tout. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes une société très pyramidale dans laquelle on a une élite qui se croit tuteur de la société. Or, sur les médias sociaux et la presse en ligne, nous avons la montée d'une culture participative. Il n'y aurait possibilité d'un commencement de démocratie au Maroc que si on respecte cette culture participative et qu'on arrive à trouver le moyen de l'accompagner et de la réguler. Or, aujourd'hui, le Code de la presse, qu'est-ce qu'il permet? Il permet une autorégulation des acteurs en place qui sont déjà les défenseurs de l'autocensure. Donc, je peux vous assurer que les lois telles qu'elles sont, elles ne sont pas incroyablement rétrogrades, mais la réalité sociopolitique dans laquelle agit la presse est infiniment limitative pour une possibilité d'évolution. Merci.